Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des pathologies d'inoculation. Une simple piqûre, une petite greffure, on pourrait penser que c'est anodin. Et pourtant, en pratique clinique, ce sont parfois des portes d'entrée pour des maladies assez complexes. L'objectif, c'est donc de passer en revue ces pathologies pour savoir repérer les signes qui, eux, ne doivent jamais être pris à la légère. Oui, c'est exactement ça. Une piqûre, une griffure, une morsure, ça a l'air de rien, mais il faut imaginer ça comme des brèches dans nos défenses. Et c'est par là que s'infiltrent parfois des pathogènes vraiment redoutables. D'où l'importance en clinique d'avoir les bons réflexes. Savoir les reconnaître vite, ça peut littéralement tout changer pour la personne en face de nous. Alors, voilà le programme. On va commencer avec les maladies transmises par les tiques. Ensuite, on se penchera sur les infections après morsure ou griffure. On fera un petit détour par des zoonoses un peu plus rares, puis un point absolument crucial sur la rage et sa prévention. Et à la fin, bien sûr, on synthétisera tout ça avec les points essentiels à garder en tête. Allez, on attaque tout de suite avec le premier chapitre, les pathologies transmises par les tiques. On va se concentrer sur les trois qu'on rencontre le plus souvent. Lyme, les rickéthioses et l'encéphalite à tiques. Commençons par la plus connue, la maladie de Lyme, qu'on appelle aussi borréliose de Lyme. L'agent responsable, c'est une bactérie en forme de tire-bouchon, un spirochète, qui s'appelle Borrelia burgdorferi. Elle est transmise, bien sûr, par une piqûre de tique. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est une maladie qui évolue par étapes, et plus on la diagnostique tôt, mieux c'est pour éviter les ennuis plus tard. Cette évolution, elle se fait en 3 phases. La première, c'est la phase primaire. C'est là qu'on peut voir le signe le plus classique, presque la signature de la maladie, l'érythème chronique migrant, ou ECM, cette fameuse plaque rouge qui s'étend en cercle. Ensuite, si on ne traite pas, on passe à la phase secondaire. Là, la bactérie se balade dans tout le corps. Elle peut causer des problèmes neurologiques comme une paralysie faciale, des soucis cardiaques ou des douleurs articulaires. Et bien plus tard, on arrive à la phase tertiaire, avec des complications chroniques, de l'arthrite persistante ou des atteintes cutanées comme l'acrodermatite. Et logiquement, le traitement va dépendre de la phase. Si on attrape la maladie au tout début, en phase primaire, un traitement par amoxicilline ou doxycycline pendant 2 semaines suffit généralement. Par contre, si on est déjà en phase secondaire ou tertiaire, là, il faut passer à la vitesse supérieure. On va utiliser de la ceftriaxone en intraveineux ou intramusculaire ou de la doxycycline, mais pour des durées plus longues, de 3 à 4 semaines. Le message à retenir, c'est vraiment ça. Le traitement doit être adapté au stade clinique. C'est la clé de l'efficacité. Mais attention, qui dit tique ne dit pas forcément Lyme. Il faut avoir d'autres diagnostics en tête. Par exemple, la fièvre boutonneuse méditerranéenne. L'agent, c'est Rickettsia connori. Le tableau est assez typique, avec une triade à rechercher, une escarre noire au point de piqûre, une grosse fièvre et une éruption sur la peau. Ici, le traitement, c'est la doxycycline. Et puis, il y a l'encéphalite à tique. Là, c'est un virus, un flavivirus. Ça commence souvent comme une grippe, mais ça peut mal tourner et évoluer en méningo-encéphalite. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de traitement spécifique, tout repose donc sur la prévention et notamment la vaccination avec le Ticovac. Bon, on laisse les tiques de côté et on passe maintenant aux infections qui suivent une morsure ou une griffure. Et là, il y a un indice clinique qui est juste primordial pour s'orienter, c'est le temps. Plus précisément, la durée d'incubation. C'est ce qui va nous permettre de faire la différence entre 2 pathologies principales. Le facteur temps, c'est vraiment l'indice numéro 1. Et la différence est spectaculaire. Imaginez, si une inflammation très douloureuse se déclenche en à peine 2 ou 3 heures après la morsure, le diagnostic est quasiment posé. C'est une pasteurellose. À l'opposé, si rien ne se passe pendant des jours et qu'une petite papule apparaît seulement 2 à 3 semaines après, suivie d'un ganglion, là on s'oriente tout droit vers la maladie des griffes du chat. Heure contre semaine, c'est ça le réflexe à avoir. Mettons-les côte à côte pour que ce soit bien clair. D'un côté, la pasteurellose. L'agent, c'est Pasteurella multocida. Les signes, c'est simple. Douleur intense, inflammation qui flambe très vite et souvent du pus. Le traitement de référence, c'est l'amoxicilline ou mieux, l'association avec l'acide clavulanique, l'augmentin. De l'autre côté, la maladie des griffes du chat. L'agent, c'est Bartonella enselae. Le début est beaucoup plus discret, avec cette fameuse papule et le ganglion qui gonfle. Pour le traitement, ce n'est même pas systématique. Mais si ça s'impose, on part sur de l'azithromycine. Ok, maintenant on va aborder 2 zoonoses, un peu moins fréquentes, mais qu'il faut absolument garder dans un coin de sa tête, surtout dans certains contextes professionnels. Il s'agit de la brucellose et de l'anthrax, que l'on connaît aussi sous le nom de maladie du charbon. Alors, la brucellose, c'est typiquement la maladie avec une fièvre qui monte et qui descend, une fièvre ondulante, accompagnée de douleurs aux os et aux articulations et une fatigue qui n'en finit pas. C'est souvent lié à un contact professionnel avec des animaux. Le traitement, c'est une association d'antibiotiques, des cyclines avec des aminosides. Pour l'anthrax cutané, le signe d'appel est très visuel. C'est une escarre noire, bien caractéristique, et chose importante, elle est en général indolore. Pour le traiter, on utilise de la pénicilline G ou des fluoroquinolones. On arrive maintenant à un sujet
absolument majeur, la rage. Et là, il n'y a pas à tourner autour du pot, c'est une maladie qui est mortelle à 100% dès que les premiers symptômes apparaissent. 100%. Ce qui veut dire que la seule et unique stratégie, c'est la prévention. Voilà. Le chiffre parle de lui-même. Une fois que la maladie est déclarée cliniquement, l'issue est fatale. C'est inéluctable. Et c'est pour ça que la moindre exposition, le moindre risque, doit être géré comme une urgence médicale absolue. Il n'y a tout simplement pas de seconde chance avec la rage. Alors, la question devient très concrète. Que fait-on face à une morsure suspecte? Quel est le protocole immédiat? La réponse doit être un réflexe, une séquence d'actions systématique et ultra rapide. Ce protocole, c'est ce qu'on appelle la prophylaxie post-exposition, la PPE. C'est une vraie course contre la montre en 4 temps. Premier temps, et c'est immédiat, les soins locaux. On lave la plaie, abondamment, avec de l'eau et du savon. Puis on désinfecte. Deuxième temps, on met en place une couverture antibiotique, le plus souvent avec de l'augmentin, pour se protéger des autres bactéries. Troisième temps, l'analyse du risque. C'est quoi l'animal? C'était quel type d'exposition? On est où géographiquement? Et enfin, quatrième temps, le traitement spécifique. On injecte des immunoglobulines antirabiques, si possible, directement autour et dans la plaie, et on démarre sans attendre le protocole de vaccination. Bien, pour finir, on va synthétiser tout ça. Quels sont les messages clés à vraiment garder en tête pour la pratique de tous les jours? Les réflexes indispensables en quelque sorte. Alors, récapitulons. Primo, maladie de Lyme. Le réflexe, c'est de penser à l'érythème chronique migrant. Si on le voit, on traite tôt, c'est crucial. Secondo, morsure et griffure. Le maître mot, c'est le temps. Quelques heures pour une pasteurellose, quelques semaines pour la maladie des griffes du chat. Tertio, rickettsiose. Pensez à la triade, fièvre, éruption et surtout l'escarpe noire. C'est un indice majeur. Quarto, la rage. Là, c'est simple, ce n'est pas une option. Toute exposition suspecte égale urgence médicale absolue, on lance la prophylaxie. Et enfin, le point qui chapeaute tout ça, il faut toujours réfléchir en prenant en compte le vecteur, le lieu et l'histoire de l'exposition. C'est la base du diagnostic. Et je voudrais finir avec une question qui ouvre le débat. Dans la pratique quotidienne, qu'est-ce qui est le plus difficile finalement? Est-ce que c'est de reconnaître les formes un peu bizarres, atypiques de ces maladies, qui peuvent nous envoyer sur de fausses pistes? Ou est-ce que le vrai challenge, c'est de convaincre et d'assurer que les mesures de prévention soient bien suivies? C'est souvent là que se joue la partie la plus compliquée. Je vous laisse avec cette réflexion.